Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, pas de répit, ni pour les inondations, la Seine continue de monter, ni dans la crise des prisons, l'administration demande des sanctions contre les grévistes, ni pour le chômage qui n'a pratiquement pas baissé en 2017, même si les défaillances d'entreprises sont au plus bas depuis 10 ans, nous dira Daniel Fortin. Dans le journal, un président au champ, Emmanuel Macron passe 2 jours en Auvergne, au contact du monde agricole, et la réalité de la GPA s'est interdite en France, mais des bébés français naissent à l'étranger, des mères porteuses. Comment et combien? Ce sera l'enquête du 8h avec Ève Roger. 8h15, Gérard Collomb, invité d'Europe Matin. Les prisons, le cannabis, les migrants, la rénovation des commissariats et ces chiffres de plaintes pour violences sexuelles qui ont explosé ces derniers mois, plus 31% de hausse l'an dernier. Mais d'abord, cette petite séance de sexisme ordinaire à l'Assemblée nationale. Sexisme ou goujaterie, vous jugerez. Ça s'est passé hier soir en commission des lois. Il était question du cannabis et d'un rapport parlementaire largement dévoilé ces derniers jours dans toute la presse, avant même d'être présenté aux députés. L'un des 2 rapporteurs, le député LR Robin Reda, n'a pas supporté d'en subir le reproche par la présidente de la commission des lois. Et apparemment, il n'a pas supporté que ce soit une femme qui le sermonne. Voici un extrait de son échange avec la présidente de la commission, Yaël Braun-Pivet. Je suis un petit peu énervée parce que j'ai eu un SMS tout à l'heure d'un média qui me demandait de suspendre la commission des lois pour que l'un des 2 rapporteurs puisse aller en plateau. Et je trouve ça particulièrement scandaleux et je tenais à vous le dire. Merci pour ces rappels au règlement quasi maternels à notre endroit. J'adore vos réflexions fort misogynes, monsieur Reda. Non, je dis ça parce que vous pourriez être ma mère. Donc. Vous pourriez être ma mère, déclare Robin Reda, 26 ans, à la présidente qui en a 47. Une femme de pouvoir n'est pas forcément une figure maternelle, a tweeté hier soir la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Sexisme en politique 2018. Quant au rapport parlementaire sur le cannabis, il préconise d'instaurer, vous le savez, une simple amende forfaitaire pour usage de drogue. On en reparle avec notre invité tout à l'heure, Gérard Collomb. Europe 1, il est 8h02. Dans la crise des prisons, au 11e jour de mobilisation, surveillants et administration sont à bloc. On est maintenant aux menaces de sanctions disciplinaires, aucune voie de sortie et des prisonniers confinés en cellule de jour comme de nuit. Jeanne Bergaoui, pour Europe 1, a réussi à recueillir au téléphone le témoignage d'un détenu dont la voix a été modifiée. Tous les parloirs sont bloqués. Promenade, c'est une promenade sur 2. Sport, non. Ils ont coupé les douches en ce moment. Moi, je prépare un diplôme d'études à l'accès aux études universitaires. Ça fait 10 jours que j'ai pas eu de cours. Ça crée des tensions face à cet enfermement. Avoir des échanges, discuter, même physiquement, le fait de bouger, de marcher, tout ça, c'est un bien-être, quoi. Pas facile de rester 96 heures en cellule. Là, ça tape, là, aux portes. Ça arrête pas de taper. Je vais vous faire écouter. Les gens, ils en ont marre, ils craquent, ils n'ont pas demandé ça. On est traités comme des chiens ici, là. Ça va carrément dégénérer, hein. Nous, on n'est pas là pour payer le mal-être des surveillants qui touchent en se plaignant 1400 €. Oui, c'est compréhensible, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais nous, derrière, on nous fait des choses, on subit des choses qu'on n'a pas à subir. Voilà pour ces quelques secondes saisies à l'intérieur d'une cellule grâce à Jeanne Bergaoui. À l'extérieur, en tout cas côté surveillance, c'est tout aussi tendu avec désormais des directeurs de prison sommés par leur administration d'appliquer les sanctions prévues contre les grévistes, c'est-à-dire 5 à 15 jours de mise à pied. Salomé Legrand, vous êtes en direct depuis la prison de Fleury-Mérogis. Et oui Patrick, et cette annonce, vous l'imaginez, n'a pas calmé la mobilisation. Au contraire, elle pourrait même durcir le mouvement. En tout cas, le barrage est en place. Les palettes, les pneus, les surveillants ont les traits tirés, la mine renfrognée, menton enfoncé dans les doudounes. Mais ils restent déterminés, d'après Thibaut Capel, délégué FO pénitentiaire ici à Fleury-Mérogis. Ça a juste suffi à les mettre un peu plus en rage. Ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Ils en sont tous parfaitement conscients. J'ai encore échangé avec bon nombre d'entre eux hier. Ils nous disent surtout qu'il ne faut rien lâcher. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout, au point où on en est aujourd'hui. Voilà. Ils savent qu'il y a des négociations aujourd'hui qui sont sur la table, qu'il va falloir muscler le jeu. Donc les sanctions, ils sont prêts à les prendre. Si l'administration pénitentiaire a estimé que ça pourrait les calmer, ça a juste remis exactement de l'huile sur le feu. On vient d'entendre qu'il y aura de nouvelles discussions aujourd'hui avec la ministre. Le dialogue a repris, Salomé ? Et oui, la garde des Sceaux a reçu les organisations une par une. Hier, tard dans la soirée, des réunions bilatérales. Les responsables syndicaux que j'ai pu joindre ce matin ont cette fois eu la sensation d'être
écoutés. On ne sait pas si l'enveloppe proposée a évolué. Elle était de 30 millions d'euros lundi. Mais d'après nos informations, ce qu'ils ont obtenu, c'est de pouvoir en rediscuter la répartition. Par exemple, non plus entre des primes ciblées sur certains surveillants, mais avec des revalorisations plus larges. C'est ce qui devrait être en jeu aujourd'hui. Merci à vous. Salomé Legrand, en direct de la prison de Fleury-Mérogis pour Europe 1. Les inondations, la Seine de plus en plus haute à Paris, où le tronçon central du RER-C restera à l'arrêt jusqu'à mercredi prochain. En tout, 19 départements en alerte orange, dont 15 pour risque de crue dans les bassins de la Seine, du Doubs et de la Saône. L'actualité à l'étranger, c'est d'abord le Brésil. L'ancien président Lula qui veut à tout prix se présenter à la présidentielle d'octobre. Malgré sa condamnation en appel pour corruption, la peine a même été alourdie à 12 ans de prison. Ses avocats pourrait maintenant saisir la Cour suprême. Lui, Lula, dénonce les mensonges et se dit innocent. La décision, je la respecte parce qu'elle vient d'eux. Mais ce que je n'accepte pas, c'est le mensonge à cause duquel ils ont pris leur décision. Ils savent que je n'ai pas commis de crime. Alors je veux qu'ils me fassent des excuses pour tous les mensonges dont ils m'accusent depuis déjà 4 ans. L'ancien président brésilien Lula devant ses partisans à São Paulo. Et puis Donald Trump qui se dit prêt à témoigner sous serment dans l'enquête sur l'ingérence de Moscou dans les élections américaines. Prêt à témoigner devant le procureur spécial Mueller. Trump qui fait route maintenant pour Davos. Europe 1. 8h07, Patrick Cohen. À Davos, hier, Emmanuel Macron a été accueilli comme une rockstar à Orières, commune de 315 habitants du Puy-de-Dôme, au cœur du parc des Volcans d'Auvergne, où il va présenter ses vœux au monde agricole. Pas sûr que le président trouve la même ambiance. Pour Europe 1, Mélanie Nunes est allée à la rencontre de la famille Faure, qui élève des vaches depuis plusieurs générations et qui ira écouter Emmanuel Macron cet après-midi, près de chez eux. Son reportage à Pont-au-Mur, dans le Puy-de-Dôme. Éleveur depuis 50 ans, Pascal n'a qu'une seule richesse, son troupeau d'une centaine de vaches laitières. J'ai des Montbéliardes, j'ai des Primochten et j'ai même quelques Normandes. Le prix du lait n'augmente pas, les dettes s'accumulent. Résultat, il ne gagne qu'un maigre salaire de 700 € par mois. J'ai pris 6 jours de vacances dans ma vie. Monsieur Macron, il a promis qu'en 2018, les agriculteurs feraient leur prix. C'est irréalisable. Tout jeune qu'il est et dynamique comme il est, il faut absolument qu'il se batte contre ces machines infernales qui s'appellent l'agroalimentaire, qui nous bouffent tous. Il nous a bien dit qu'il aimait pas les feignants et dans le monde agricole, il trouvera quand même pas beaucoup de feignants. Ma fille, ça fait 10 ans qu'elle est installée. Elle n'a jamais touché de salaire. Et pourtant, je vous dis qu'elle bosse. Un labeur de 14 heures par jour. Marie-France est aujourd'hui au bord de la faillite. Bon, bien sûr, il y a des jours où on va moins bien, où on n'a pas trop le moral. Vous aviez un message à faire passer à Monsieur Macron. Faire remonter les prix, mais c'est tellement difficile. Comment voulez-vous qu'on lutte? Et il y a urgence, explique la jeune femme, car si rien ne s'améliore, elle devra vendre sa ferme d'ici 2 ans. À Pont-au-Mur, Mélanie Nunes, Europe 1. Malgré la reprise économique, le chômage a stagné en France en 2017. Seulement 16 500 demandeurs d'emploi en moins. Mais ce sont d'autres chiffres que votre journal Les Échos accroche à la une ce matin. Daniel Fortin, le nombre de défaillances d'entreprises, 55 000 l'an dernier, c'est beaucoup. Mais c'est en recul. Oui, un recul important, moins 4,5% par rapport à 2016. Et c'est surtout le niveau le plus bas enregistré depuis 10 ans. Et ça, c'est une bonne nouvelle, une de plus pour l'économie française. Un signe supplémentaire qui montre que la reprise est bien installée. Et surtout, ce reflux devrait continuer. Le cabinet Alteres qui réalise cette étude prévoit que l'on pourrait tomber à 52 000 défaillances cette année. Est-ce que tous les secteurs d'activité en profitent? Alors globalement, oui, on a même de bonnes surprises dans des secteurs traditionnellement en difficulté, comme l'habillement, où les défaillances sont en baisse de 17%. Même chose pour la restauration, la construction ou encore les transports. Mais au milieu de cette embellie, il y a encore des exceptions. On le voit avec les taxis où les sinistres sont en hausse en raison de la concurrence d'Uber. On le voit aussi chez les agriculteurs et notamment chez les éleveurs. Là, les défaillances ont progressé de 19% l'an dernier. Plus de 300 fermes ont disparu. C'est le double d'il y a 4 ans. Daniel Fortin des Échos, merci. Le lancement des États généraux de la bioéthique la semaine dernière a relancé le débat sur la GPA en France, le recours à des mères porteuses pour des couples hétéros qui ont des problèmes de fertilité ou des couples homosexuels, pratique interdite en France depuis les premières lois bioéthiques de 1994 et pourtant depuis 24 ans des bébés français naissent régulièrement à l'étranger de mères porteuses. Combien? À quel prix? À quelles conditions? C'est l'enquête du 8h.
Bonjour Ève Roger. Bonjour. D'abord, combien y a-t-il d'enfants nés par GPA sur le sol français? Alors on n'a aucun chiffre officiel et pour cause c'est interdit. Le seul indicateur c'est le nombre de parents qui demandent la transcription à l'état civil français d'un enfant né à l'étranger. Le parquet de Nantes nous dit traiter une centaine de dossiers par an, les plus problématiques, c'est-à-dire ceux où le recours à la GPA est trop évident, mais il ne voit pas ceux qui passent incognito ni ceux qui ne demandent rien. Au total, on estime que 200 à 300 bébés nés par GPA à l'étranger arrivent en France chaque année, soit 2 à 3000 nourrissons depuis 10 ans. 200 à 300 par an. Alors, dans quel pays ces couples peuvent-ils avoir recours à une mère porteuse? Alors d'abord aux États-Unis, c'est la filière la plus sécurisée, mais aussi la plus chère, avec une facture qui peut grimper jusqu'à 150 000 € par enfant. Ça se fait via des agences spécialisées. La plus réputée s'appelle Circle. L'année dernière, elle a signé avec 18 couples de Français. Et faute de bureau à Paris, les rendez-vous se font dans les bars des grands hôtels et par Skype. C'est comme ça que j'ai joint John Veltman, le fondateur, qui comprend mal pourquoi il n'a pas le droit d'avoir pignon sur rue en France. J'espère que ça change parce que vraiment, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir un bébé. J'ai beaucoup de femmes qui travaillent pour moi. Elles aiment ce qu'elle fait. C'est changer la vie de ces personnes. Parce qu'elles ne font pas ça pour l'argent. Elles ne sont pas des putains. Elles sont des femmes fantastiques. Des femmes fantastiques, et puis il y en a au Canada, une filière un peu moins chère, autour de 120 000 €. Cédric, lui, il a choisi pour des raisons éthiques, car là-bas, la mère porteuse, en l'occurrence Holly, n'est pas rémunérée, elle est juste défrayée. C'est-à-dire que elle a besoin de s'acheter des fringues parce qu'elle prend du poids. Voilà, elle a besoin de faire garder son fils parce qu'elle est fatiguée. On paye, mais on ne rémunère pas la mère porteuse. Et pour moi, en tout cas, et pour mon mari également, ça faisait toute la différence. On a un enfant, il a 9 mois, il a une toute petite dent, voilà, il est beau. Voilà. Il s'appelle Maxence. Et puis enfin, la filière dite européenne, moins sécurisée, les mères porteuses sont russes ou ukrainiennes. Cette filière explose car elle est 2 fois moins chère qu'aux États-Unis. En Russie, les dépenses de santé de la mère porteuse sont prises en charge par l'État. Ève, quel est le principal obstacle pour les couples qui ont recours à la GPA? C'est l'argent, vous l'aurez compris. Beaucoup s'endettent auprès de leur famille, de leurs amis. Et puis la banque n'a officiellement pas le droit de faire un prêt pour une GPA. Elle peut même refuser, c'est arrivé, de faire un virement à l'étranger quand elle a un doute. Merci beaucoup Ève Roger pour Europe 1, pour l'enquête du 8h. Un petit mot de football, qualification du Paris Saint-Germain pour les 8e de finale de la Coupe de France après sa victoire contre Guingamp 4-2. Lyon, toujours très en forme, qualifié également face à Monaco 3-2. Europe 1.